Sirotons le houblon, le podcast qui fait glou-glou dans tes oreilles. Salut à tous, c'est Alex du podcast Sirotons le houblon. On se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode où je suis en compagnie de Jean Carrère. Alors Jean, salut. Bonjour à tous et bonjour à toi Alex. Très content d'être là depuis le temps qu'on doit faire cette interview. Ouais. Donc Jean, tu es maintenant depuis pas si longtemps que ça, directeur général de la brasserie La Débauche. Oui, exactement. Oui, depuis quelques mois maintenant. Je suis passé directeur. Moi, je suis arrivé il y a 7 ans dans la structure. Donc voilà, une nouvelle aventure qui commence, quoi. Top. Et on va commencer par parler déjà de la brasserie La Débauche, alors qui du coup a débuté sans toi, fondée par Aurélien et Églantine. Est-ce que tu peux juste nous raconter un peu la genèse de la brasserie ? Donc il faut remonter en 2013 pour revenir à la fondation de la brasserie. À la base, Églantine était professeur et Aurélien était maréchal ferrant, et ils avaient la volonté de monter une boîte pour passer du temps ensemble, en tout cas d'avoir un projet commun, et c'est chose faite. Alors 2013, il faut se rendre compte que le marché de la bière n'est pas ce qu'il était aujourd'hui, donc ça c'est quand même important de le rappeler. La craft, on en parlait un petit peu, mais voilà, surtout les balbutiements en France, avec un marché qui se confirmait aux États-Unis. Mais voilà, on était sur un projet à la base un peu plus brasserie artisanale, micro-brasserie, que les brasseries craft dont on parle aujourd'hui, quoi. Oui, parce qu'en 2013, c'est vrai que le marché n'était pas encore ce qu'il est actuellement. La Débauche est peut-être arrivée dans ce qui était la première grosse vague de brasserie craft, assez pionnier quand même sur le marché. Ouais, tout à fait. Je pense que 2013, ça commence à être un peu implanté, mais à l'époque, on ouvrait une punk IPA, on tombait dans les pommes, quoi. Je veux dire, c'était vraiment des produits novateurs. Oui. Et le marché de la bière était bien différent, quoi. C'est une époque où il y avait des brasseries comme les Grands Paris qui existaient déjà, qui doit avoir 12 ans maintenant, peut-être 13 ans. Et donc ça va être... Mais oui, il n'y avait pas non plus grand nombre de brasseries craft sur le marché. Et comme tu disais, au début, quand ça s'est lancé, La Débauche était plutôt, on va dire, un format de micro-brasserie artisanale, pas forcément les styles très geeks qu'on retrouve maintenant. Non, c'était communément appelé blonde, ambrée. Après, rapidement, il y a eu des bières un petit peu complexes, mais de toute façon, la culture bière qu'on avait tous majoritairement à l'époque, c'était une culture belge. Avec des sous-levures belges, des bières un peu plus maltais, un peu plus rondes. Là-dessus, quoi. Bon, maintenant ça a bien évolué, je pense que comme tout le monde peut le voir, mais à quel moment c'est parti en couille entre les blondes blanches et les gros Imperial Stout barriqués Aurélien a toujours eu, et Églantine ont toujours eu cette volonté d'innover, et suite de voyages, suite aussi de plein de tests, il y a aussi un constat, c'est qu'ils avaient envie de boire des bières qu'ils ne trouvaient pas sur le marché. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce que tu fais ? Tu la brasses toi-même, quoi. Surtout quand tu as une brasserie, quoi. En maintenant un peu plus de 10 ans, La Débauche est quand même devenue une belle référence sur la scène craft française. Peut-être une des brasseries les plus connues, les plus distribuées, on va dire, sur ce style de bière en tout cas. Tu le disais, quand on buvait des bières il y a une dizaine d'années, on avait de la punk IPA, Brewdog, ce genre de choses qui ont un peu initié toute une génération à la craft. Est-ce que tu penses que La Débauche, c'est un peu... je veux dire le Brewdog de maintenant, attention, hein, pas dans le sens où maintenant La Débauche a pris ce relais de faire découvrir la craft à pas mal de monde en France ? Ce que tu dis est intéressant parce que je pense que c'est un petit peu le cas, et c'est aussi la volonté de la brasserie. Moi, le premier, j'ai quand même découvert un petit peu tout ce qui était craft avec des brasseries comme La Débauche il y a 10 ans. Sur des styles qui étaient vraiment très originaux. C'est-à-dire que Débauche a commencé à brasser des Imperial Stout avant de brasser de l'IPA et de la Pale Ale, quoi. Ouais. Donc ça, c'est quand même tu vois, assez rigolo si tu compares aux brasseries qui se montent aujourd'hui. Mais oui, déjà, il n'y avait pas grand-chose sur le marché. C'est pour ça que Débauche est arrivé à un petit peu casser les codes. Aurélien et Églantine ont charbonné comme des malades. À l'époque, ils prenaient le camion, ils allaient livrer des petites caves parisiennes parce qu'il n'y avait pas tout ce schéma de distribution avec des distributeurs très spécialisés dans la craft. Évidemment, il y avait déjà des distributeurs de boissons, mais on était au balbutiement, en tout cas, du développement de ce qu'on pourrait dire
bière craft de spécialité, quoi. Souvent, on parle de bière de spécialité pour parler des Belges ou des bières un peu plus premium, entre guillemets. Mais voilà, Débauche est arrivé sur le marché. Il n'y avait pas grand monde déjà sur ce segment-là. C'est pour ça qu'il y a toujours eu ce rôle un petit peu pionnier. Et que derrière, c'est une volonté dans notre développement, voilà, pas de segmenter les gammes, mais d'avoir une partie access grand public, ou entre guillemets, voilà, c'est un terme très, très commercial, mais on fait du recrutement. Ouais. J'entends par là que je préfère que les gens boivent une Alma ou une Good Boy IPA plutôt qu'une Goose Island. Voilà, Goose Island, il faut peut-être en dire d'autres. Ou tout autre IPA industriel. On n'est pas à la télé, il n'y a pas besoin de citer 4 marques pour être... donc voilà, il y a quand même aussi cette volonté d'initier les gens à la bière, et je pense qu'on l'a fait de la bonne façon, en tout cas, là-dessus. Pour toi, c'est quoi les gammes que tu considères comme bières d'accès chez vous au marché craft? Tu as cité Alma, Good Boy... Oui, alors aujourd'hui, nous, on a 14 références permanentes sur la gamme. Je dis pas 14 références, 14 liquides permanents, parce qu'il y a des fûts, des bouteilles 33, des bouteilles 75, des canettes. C'est relativement compliqué. Mais voilà, pour moi, les bières un petit peu access, voilà, c'était Alma, Good Boy, Milkshake Passion IPA, Cool Jazz, Nina Bianca, Mr. Joe. Des boîtes qui sont toutes en format canette 33, des canettes noires avec des visuels très colorés, très punchy. Des bières qui ont vocation à faire plus du CHR, donc du bar, et aussi un petit peu de grande distribution, parce que nous aujourd'hui on fait, alors j'avais fait les stats l'autre jour, on fait quasiment 9% des volumes en grande distribution, quoi. On dit souvent, les gens ont souvent une mauvaise vision de la grande distribution, ils se disent que en fait, quand tu mets le pied dedans, tu es obligé de vendre des camions et des camions, mais c'est pas vraiment le cas. Nous on reste une petite brasserie, on fait à peu près 15 000 hectos à l'année. Alors, il y en a qui disent, ouais, c'est beaucoup, 15 000 hectos. Mais voilà, si je dis pas de bêtises, le marché bière, c'est environ 22 millions d'hectos, quoi, en France. C'est peanuts, 15 000. Hein, tu vois, donc 15 000, c'est vraiment une goutte d'eau dans un océan, quoi, ou dans une piscine olympique. Mais donc voilà, on a ces gammes-là qui sont un petit peu plus access et qu'on retrouve aussi chez certains cavistes. Hein. Et après, toute une partie un peu plus extrême avec des bières éphémères qu'on fait éventuellement une fois ou 2 fois. Mais beaucoup de bières noires vieillies en barrique. Notre localisation à Angoulême, proche de Cognac, est aussi liée à ça. Mais c'est vraiment tout ce qui est éphémère où là on peut se permettre de tenter, d'explorer des nouveaux goûts, d'aller chercher des nouvelles levures, des nouveaux houblons, des nouveaux process, notamment avec nos distillations par le froid comme on fait sur les séries Sacred Dirt. Il n'y a pas vraiment de règles, je te dirais, parce que ce qui était fou il y a 5 ans est devenu du classique. J'entends par là un Imperial Stout comme la Nevermore, donc un Imperial Stout tourbé travaillé avec du chêne américain. Aujourd'hui, c'est du fond de rayon, c'est du classique, quoi. Alors qu'il y a 8 ans, c'était... Tu m'ouvres un peu la porte sur la question suivante. Pour revenir un peu sur la croissance, le développement de la débauche. La débauche, c'est une brasserie qui a quand même grandi en même temps que le marché de la craft en France. Vous avez évolué en voyant aussi le marché autour évoluer. Et je trouve qu'on voit régulièrement, si on parle d'un public assez niche, assez geek, maintenant peut-être des critiques sur la débauche en disant ouais, c'est plus aussi bien qu'avant. Alors moi, de mon point de vue, je me dis que c'est surtout des gens qui ont évolué et qui n'ont peut-être plus les mêmes goûts qu'avant. Toi, tu le vois comment, l'évolution que vous avez eue, et ce public geek, tu le sens comment maintenant en France? Ok, question intéressante. Alors oui, le public geek, c'est un public, alors pour expliquer un peu aux gens, ce sont des gens qui sont amateurs de bières éphémères, qui veulent jamais boire 2 fois la même bière, qui sont toujours prêts à explorer des nouveaux goûts, des nouvelles saveurs, à prendre du risque aussi dans les dégustations, parce que c'est aussi confort de boire toujours la même bière. Donc voilà, ce sont des gens qui sont toujours dans l'attente d'un renouvellement, de quelque chose. Mais forcément, il peut y avoir un phénomène de lassitude. Le geek, le consommateur de bière craft pointu, j'aime pas trop le terme de geek, mais ne veut jamais boire 2 fois la même bière. Et c'est possible qu'il y ait des gens, on a pris des chemins qui ne plaisent pas à tout le monde, mais on reste quand même, à mon avis, une des seules brasseries de ce volume-là à brasser en cuivre, en chauffe direct, à la main.
à avoir 29 bonhommes pour 15 000 hectos, donc ce qui est quand même énorme en termes de masse salariale, où tout le travail est réalisé manuellement. Voilà, s'il y a des gens qui n'ont pas été contents, je veux dire, c'est normal. Je pense que quand tu grandis et quand ça fait un moment que tu es là, ça arrive à tout le monde. Mais aujourd'hui, je pense quand même que les gens nous reconnaissent au moins sur ce public-là, pour les bières noires, pour les barrel edge, et pour aussi être une brasserie qui triche pas et qui prend des risques, quoi. Ouais, je pense qu'un amateur de bière qui a découvert par exemple la demi-mondaine il y a 6 ans et qui reboit une demi-mondaine maintenant, j'imagine que la bière n'a pas changé. C'est le palais de la personne qui a changé entre-temps, quoi. Voilà, c'est sûr que les recettes n'ont pas changé. Le matos n'a pas changé non plus, donc il y a peu de chance, à moins que les grains soient irréguliers, mais c'est pas forcément le cas. Voilà, c'est aussi la perception du goût. Et voilà, moi je suis très amateur de vin. Tu vois, les vins que je bois aujourd'hui sont plus les mêmes vins que je buvais il y a 2 ans, quoi. Ouais. Donc il y a aussi ça, quoi, la perception du goût, et aussi de temps en temps le consommateur geek, comme tu l'appelles, aime bien aussi avoir des produits de niche, des produits un peu exclusifs. Ouais. Donc à partir du moment où tu augmentes un petit peu ta diffusion, ça devient moins exclusif et moins intéressant peut-être, quoi. Ouais. Un peu comme le mec qui écoute du métal, à partir du moment où son petit groupe de niche devient un peu mainstream, ça l'intéresse plus, quoi. Ouais, exactement. C'est le même mec derrière, mais musique, mais c'est plus intéressant. Et exactement, à partir du moment où tu fais le Hellfest, t'es plus un craft metal, quoi. T'as évoqué du coup les volumes de prod à environ 15 000 hectos sur une année, et je pense qu'il y a pas mal de personnes personnes qui connaissent la brasserie mais qui ont du mal à s'imaginer la taille que ça. Il y a beaucoup peut-être en tout cas encore sur ce public geek qui peut-être vous imaginez beaucoup plus grand que vous ne l'êtes. T'as eu la chance, ouais, moi j'ai visité la brasserie. Bon, c'est roots, hein. C'est clairement, t'as plein maintenant de brasseries qui se montent là sur les 5 dernières années, qui se montent avec du matos beaucoup plus automatisé, beaucoup plus moderne. Comme tu disais, vous êtes encore sur de la chauffe directe, une cuve en cuivre. Pour parler aux gens, chauffe directe, c'est comme si tu faisais ta tambouille sur un brûleur à gaz. Mais sur un brûleur à gaz avec une casserole de 50 hectos, quoi. C'est exactement ça, quoi. Déjà, quand nous on a déménagé, la brasserie a déménagé il y a quasiment 7 ans maintenant. On avait une brasserie donc de 10 hectos qui était en cuivre, en chauffe direct. Donc voilà, c'est des brûleurs à gaz qui viennent chauffer du cuivre pour faire chauffer la bière, enfin en tout cas pour faire l'empâtage. On n'avait pas d'argent. Voilà, il faut le dire, hein, on n'avait pas d'argent, c'était un peu plus dur de lever des financements quand tu voulais faire de la bière parce qu'il n'y avait pas eu cette explosion de la craft. Il y a eu des essais sur un peu de matos automatisés, qui n'ont pas forcément été concluants. Du coup, Aurélien et Glantine se sont dit, on va faire la même chose mais en 5 fois plus grand, quoi. Alors, je peux pas te dire que ça n'a... Je dirais pas que ça n'a aucun sens, mais quand tu vois les matos aujourd'hui, là, t'appuies sur 3 boutons, ça dédrèche tout seul, ça te fait tes transferts, enfin c'est quand même assez dingue, quoi. T'as besoin d'un opérateur qui peut être derrière un ordi pour brasser. Nous, c'est manuel, quoi. Le dédréchage manuel, c'est physique, mais on a cet avantage, c'est que avec notre brasserie, on peut tout faire. On peut tout faire. J'entends par là on peut faire 2 brassins par jour. On peut faire le premier brassin, une Cute and Sober qui va sortir à 0,5 en alcool et enchaîner avec une Big Boy qui va sortir à 12, quoi. Donc oui, notre outil, il est archaïque, il est dur à piloter, il nous demande d'avoir plus de main d'œuvre, mais par contre, il nous permet de tout faire et d'avoir aucune limite sur le brassage. J'aime bien revenir là-dessus. Nous, on est connus pour nos bières noires et on pose souvent la question. Bon, alors, oui, on a des progressions dans les degrés de malt torréfié qu'on utilise. Mais même si je peux pas te le certifier, ce qui est sûr, c'est qu'avec nos cuves en cuivre, on fait plus de réactions de Maillard. Donc, réaction de Maillard, c'est de la chauffe avec les protéines et le sucre. C'est ce côté un petit peu croûte de pain là, que tu peux retrouver. Et c'est peut-être pas pour rien qu'on est connu pour les bières noires, parce qu'on aura tendance à faire un peu plus de réactions de Maillard que les autres brasseries, quoi. Et moi, ce qui me fait rire, c'est que nous, on a des cuves en cuivre recouvertes d'inox, et souvent, tu vois l'inverse. Tu vois des cuves inox recouvertes de cuivre pour que ça soit très joli. Alors que, mais voilà, il faut aussi remettre le contexte. Pourquoi on a ce matos-là ? C'est que quand on a déménagé, on n'avait pas d'argent, et 2, il y avait une offre qui était quand même beaucoup plus limitée, quoi. Si on déménageait aujourd'hui, tu vois, peut-être qu'on aurait une bécane full automatique comme toutes les brasseries maintenant, quoi, ou la plupart en tout cas des brasseries, quoi.
Alors sur un autre sujet, quand on parle de la débauche, il y a aussi quelque chose qui revient très souvent, c'est les visuels. Vous avez toujours des visuels très travaillés, très artistiques, et sans, comme beaucoup de brasseries, avoir forcément une grosse ligne directrice. Alors il y a des gammes avec des lignes directrices, mais vous faites appel à plein d'artistes différents. Ça se travaille comment du coup les visuels chez vous? On me dit souvent, bon, vous êtes d'Angoulême, belle préfecture de Charente, donc vous avez plein d'artistes. En fait, oui, il y a aussi ce côté-là. Nous, il y a deux façons de travailler avec les artistes. Donc, les étiquettes sont majoritairement faites par des gens externes à l'entreprise. Hein. On a dû faire quelques étiquettes en interne. Tu vois, je pense qu'on a fait 300 bières en 10 ans. Il y a bien 2-3 étiquettes qui ont été faites en interne. Mais deux façons de travailler. Soit on sélectionne un artiste et on sélectionne une œuvre qui existe déjà. Et voilà, on achète les droits, on s'arrange avec lui pour pouvoir utiliser son visuel sur une canette ou sur une bouteille. Ou alors, à l'inverse, on peut bosser à la commande. C'est-à-dire, voilà, on dit, voilà, le cahier des charges, c'est ça. Ça va être une bière à la banane, tarte à la banane. Je prends l'exemple de la Banoffee Pie, par exemple. Et après, les artistes nous proposent des visuels, un ou plusieurs visuels, qui sont ensuite sélectionnés. Mais aujourd'hui, on a un service communication de 2 personnes qui sont chargées de tout ce qui est veille sur les réseaux pour sélectionner les artistes. Enfin, il y a quand même un gros travail. Et ouais, c'est une des particularités de la débauche. Aujourd'hui, ça devient moins différenciant de faire ça, parce que les gens se sont mis à faire des étiquettes un peu originales. Mais ouais, il y a encore 8 ans, quand t'arrivais dans les rayons bières, c'était plutôt triste, quoi, avec beaucoup de bières belges, des typos avec des couleurs voilà, très peu tranchées, quoi. Là, aujourd'hui, quand t'arrives sur un linéaire bière dans une cave, c'est impressionnant, quoi. Ça part dans tous les sens, il y a des couleurs partout. Moi j'adore, hein. C'est hyper dynamique comme marché, quoi. Ouais, comme tu dis, ouais, c'est vrai que moi, j'ai pas souvenir exact peut-être de la première bière La Débauche que j'ai bu, mais j'en ai qui m'ont en tout cas bien marqué. Et je sais que la première dont je me souviens, c'est une demi-mondaine vieillie en barrique. Je pense qu'il y a eu une série il y a bien longtemps. Il n'y avait pas une vieille cire dessus horrible là? Ah ouais, l'enfer. J'ai trouvé ça dans une cave près de chez moi et oui, c'est vrai que pour le coup ça marque quand t'as une belle étiquette comme ça avec une dorure, une cire sur la capsule, alors que à côté t'as beaucoup de bières avec des étiquettes beaucoup plus tradies, bières artisanales. C'est vrai que ça a créé, j'imagine, enfin ça a dû jouer aussi dans la prise la démocratisation de la brasserie, en tout cas dans le milieu craft. Tu vois, tu parlais aussi de démocratisation de la bière. Je pense qu'on a ouvert aussi la porte à d'autres brasseries pour faire des visuels un peu fous, en tout cas pour s'exprimer différemment sur les canettes. Mais il y a quand même beaucoup de brasseries. Là, j'étais encore sur un festival à Saint-Malo ce week-end. Il y a plein de gars qui disent non, mais en fait, nous, on a monté notre brasserie parce qu'on a bu des bières comme vous et on a trouvé ça dingue, quoi. Donc oui, on est aussi précurseur là-dessus, que ça soit sur les liquides, mais sur les visuels, quoi. Et je trouve ça hyper important. Si tu as une bonne bière qui a un bon visuel, mais si le visuel est beau, il faut que la bière soit bonne aussi, quoi. Donc tu vois, tu peux vite te perdre si jamais il y a un décalage entre le rapport liquide-visuel, quoi. J'ai pas l'impression que le visuel sur une bière soit aussi travaillé, en tout cas sur tous les marchés. J'ai l'impression qu'en France on a quand même une grosse attache à ça. Et toi, typiquement, on vante notamment souvent les qualités des bières américaines, précurseurs sur le domaine de la craft. Je trouve qu'une grosse majorité des brasseries américaines ont des étiquettes dégueulasses. Mais j'ai pas l'impression qu'on ait beaucoup d'autres marchés où les étiquettes soient aussi travaillées, en tout cas. Donc peut-être que ça a créé une sorte d'émulation aussi. Ouais, exactement. Et c'est peut-être qu'Aurélien et Églantine qui ont imposé un peu ces codes-là. Et les autres se sont dit, voilà, il y a des belles étiquettes et il faut faire de même, quoi. Mais c'est super bien parce que ça permet d'être en lien avec des artistes. Ça permet aussi de faire autre chose que de la bière, quoi. Donc je trouve qu'aujourd'hui c'est nécessaire, quoi. Et on est en train de voir un peu cette évolution. Alors je suis pas un expert, mais on le voit un petit peu avec le monde du vin nature, qui est un petit peu le craft, tu vois, l'équivalent du craft. Et on voit des étiquettes qui commencent à changer, très colorées, avec des visuels. Parce que, encore une fois, même si, moi j'adore boire du vin, sur les étiquettes de vin, c'est un peu triste, quoi. Souvent, à Bordelais, t'as un château. Voilà, tu vois, c'est standardisé, quoi. Mais bon, je pense que ça va être amené à bouger, quoi. Et outre du coup les visuels des étiquettes qui sont toujours très travaillés, il y a aussi tout un univers, on va dire, graphique, mais pas que chez La Débauche. Alors si on reprend, alors déjà sur le côté artistique, toute la façade de la brasserie est peinte, il y a une énorme fresque.
On va venir après sur la taproom, mais pareil, il y a une déco un peu à la débauche, on va dire. Des inspirations, je sais pas comment ça s'est créé, des inspirations très un peu religieuses décalées. Il y a Notre-Dame de la débauche, il y a une sorte de Jésus fluo à la brasserie. Non, mais c'est sûr qu'il y a toujours ce côté décalé. Et je me souviendrai toujours d'une phrase qu'Aurélien a dit. Il a dit au début, c'est toujours pour rigoler. On commence à faire de la bière, c'est pour rigoler. Donc oui, c'est venu un petit peu tout seul, tu vois, ce côté-là. Déjà, on avait des belles étiquettes. Et il y a aussi une forte appétence d'Églantine pour tout ce qui est artistique, peinture, graphe. Et on a aussi la ville qui s'y prête. Si tu fais un tour d'Angoulême, tu as beaucoup de façades qui sont peintes. Donc c'était inenvisageable que sur le nouveau lieu de production, on n'ait pas une façade peinte. D'autant plus que dès que tu arrives à la gare, dès que tu arrives de Paris sur la ligne LGV, le premier truc que tu vois en arrivant à Angoulême, c'est la brasserie, quoi, avec les fresques, les cuves. Donc voilà. On dit souvent qu'on n'est pas une brasserie, et je le dis souvent qu'on n'est pas une brasserie terroir, tu vois. Il y en a qui font la bière du Mont-Saint-Michel, la bière de l'île de Ré. Nous, on n'est pas la bière d'Angoulême, mais voilà, on a ce petit côté, exactement, bien sûr, exactement, sur la Charente en tout cas. Alors pour revenir un peu au produit, on l'a déjà bien évoqué, il y a une grosse spécialisation qui s'est faite dans le domaine des bières noires, c'est là-dessus que vous êtes beaucoup démarqué. D'ailleurs, même je pense pas qu'il y ait beaucoup de brasseries en France qui aient autant de bières noires et d'autant plus fortes dans leur gamme permanente. Parce que là, en gamme permanente, t'as quoi? T'as de la Big Boy, t'as de la demi-mondaine, t'as de la Nevermore. Ouais, Black Island India Stout aussi. Ouais. Après, il y a aussi d'autres références qui vous ont bien fait connaître. La Morena, Insomnie, voilà, on en passe. Alors, comment il vous est venu ce savoir-faire et cette envie de continuer à toujours évoluer sur ces bières noires fortes? Alors premièrement, il y a l'aspect cuve en cuivre que j'évoquais tout à l'heure, qui fait que notre technique de brassage se prête plutôt pour faire des bières un peu maltées, relativement costauds. Et il y a aussi le simple fait que dans la brasserie, et surtout Mathieu, notre responsable brasseur, on aime la bière noire, quoi. On adore la bière noire. Alors malheureusement, plus le temps passe et moins je bois des bières fortes. Mais si tu aimes boire quelque chose, généralement tu le brasses, quoi. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et on s'est fait connaître grâce aux bières noires, entre guillemets. Mais c'est aussi qu'on est tous des gros amateurs de stout, Imperial Stout. On a la proximité de Cognac. On a quand même la chance d'avoir beaucoup de dealers de barriques ou de fûts de chêne, on appelle ça comme on veut. Donc avec cette proximité-là, ça serait quand même dommage de ne pas en profiter, quoi. Et moi, j'aime beaucoup les bières noires vieillies en barrique. Je trouve que c'est vraiment le stout, Imperial Stout, qui se prête le mieux à faire du finish en barrique. Hein. Je parle pas de fermentation. Donc moi je pense que c'est juste qu'on aime ça. On a notre savoir-faire avec nos petites techniques de brassage, nos progressions de malt. Et enfin, l'avantage aussi de cette brasserie en cuve en cuivre, c'est qu'on peut faire des versements de grains de malade, quoi. C'est-à-dire que pour 50 hectos, on peut monter jusqu'à 1,7 tonne de céréales, quoi. Okay, ouais. Donc ça fait quand même pas mal, quoi. Ça en voit un peu. Donc le matos s'y prête, quoi. Pour rester sur la partie produit, dans votre gamme permanente, vous avez aussi quelques bières que vous avez réservées, ou du moins que vous avez destinées à un réseau GMS. Donc, en tout cas, vous l'avez identifié tel pour ça. Exactement. Alors on l'a identifié, mais en fait à l'inverse de certains brasseurs, moi je ne voulais absolument pas, entre guillemets, ne pas m'assumer. C'est-à-dire que moi je viens un petit peu de la grande distribution, enfin j'ai fait mes armes là-dedans quand j'étais gamin, pardon. Moi ce que je voulais pas, c'est avoir la même bière. Tu vois, tu brasses la même bière et deux étiquettes différentes. Pour moi, ça n'a aucun sens, tu vois. C'est important, tu vois, de faire de la GMS. On fait 10 points, un petit peu moins. 10% en GMS, 1 pour recruter. 2, on a tous pris le Covid. Début 2020, quand tu as 95% de ton marché qui s'arrête, c'est compliqué, quoi. Et ceux qui ont bossé, c'est ceux qui étaient en GMS. Et en fait, c'est que la grande surface, alors là, ça va peut-être pas plaire à tout le monde, mais oui, il y a des négociations. Oui, c'est un monde de requins. Mais crois-moi que dans le CHR, avec tous les gros distributeurs, c'est pire.
Voilà. Mais c'est vraiment pire, hein, la grande surface. Voilà, il faut rentrer dans les codes. Il faut être capable de faire ta négociation annuelle. Quand tu vends sur le CHR, donc café, hôtel, bar, restaurant, c'est une mafia encore pire, quoi. Enfin, je veux dire, t'as rien de sécurisé. Et je trouve, tu vois, après autant de temps, enfin, c'est pas tant de temps que je suis là-dedans, mais au final, je trouve que le marché GMS est presque plus sain que le marché CHR, où au final, ce n'est que de l'investissement avec des prix gonflés. Enfin voilà, c'est des contrats brasseurs dans tous les sens. Alors oui, on fait partie de ce jeu-là et on rentre dans le moule aussi du CHR, mais GMS ou CHR, pour moi, même combat, quoi. Ouais. Alors après, j'évoquais surtout le CHR pour dire que oui, en effet, vous avez fait le choix, en tout cas, d'avoir une certaine gamme de références qui sont en CHR, en GMS, mais pas que, qu'on peut trouver en CHR aussi. Exactement. Comme tu disais. D'ailleurs, c'est une gamme de références pour la GMS que vous avez quand même gardé en canette. Pourtant, c'est pas un format qui est très grand public. Pareil, il faut toujours casser les codes et ça, c'est le rôle de la débauche. Moi, je crois beaucoup à la boîte alu. Honnêtement, la boîte métal, je trouve ça bien, c'est pratique pour le transport, pour le stockage, ça nous fait des plus grandes surfaces d'étiquettes, donc on peut vraiment faire travailler des choses différentes avec les artistes. Moi, je crois beaucoup à ce format-là, simplement parce que quand tu vois ce qui se passe outre-Atlantique, bon, tu vois bien que c'est le format qui domine. C'est un choix, tu vois, c'est un pari qui est un petit peu risqué parce qu'il y a beaucoup de gens ça fait encore un petit peu peur. Il y a toujours un petit peu cet aspect boîte 50 alu, bière de Clodo, tu vois. Mais moi je pense que c'est plutôt un format d'avenir. Et en fait, n'importe qui brasse un peu de carton est bien content de porter un carton de canette versus un carton de bouteille, quoi. Et moi, les gling-gling dans la voiture, quand je trimballe des bières, j'en peux plus, quoi. Mais oui, la canette, c'est un choix fort. Mais c'est un choix que vous avez fait assez tôt, d'ailleurs, même outre la GMS, même de manière générale, vous êtes parmi les premières brasseries à avoir en France apporté la canette. Oui, il y en avait quelques-uns avant nous. Et Eurofab qui était dès le début en canette. Je pense qu'ils ont peut-être été les premiers, en tout cas, à apporter l'intégralité de leur gamme en canette. Coconino aussi à l'époque. Ouais. Coconino, après bon, on en oublie peut-être, donc pardon à eux si on les oublie. Mais moi, je crois beaucoup à la canette. En termes de stockage, alors on verra si on a raison, mais comme j'ai dit, on n'a pas parlé de notre capacité, on fait 15 000 hectos aujourd'hui, notre capacité maximale est aux alentours de 20 000, un peu moins. Bon, on arrivera toujours à vendre nos canettes vu la taille du marché, quoi. Ouais. J'ose espérer. Mais il faut faire des choix aussi et surtout s'y tenir, quoi. Sur la partie produit, moi j'avais juste un dernier point que je voulais évoquer, c'est il y a d'autres marchés qui ont été explorés en dehors de la bière. Il y a eu quelques spirituels à débauche. Et dernièrement, j'ai envie de dire dernièrement, mais ça doit bien faire 2 ans maintenant, il y a même plus que ça. Spunky qui est arrivé, donc qui est une marque de soft. C'est important pour vous de vous diversifier? Alors oui, parce que tu vois, j'évoquais la capacité de la brasserie qui fait 20 000 hectos. Bon, on n'a pas projet de remonter une super usine derrière, en tout cas pour le moment. Et puis je pense que c'est pas là où j'ai envie d'amener la brasserie. Oui, se diversifier, c'est important parce que tu as d'abord parlé des spiritueux. Aurélien a toujours voulu s'amuser à faire des spiritueux. La région s'y prête bien, donc on a essayé. On a fait du distillat de bière, de la liqueur de café. On avait fait c'était pas une vodka? Vodka houblonnée aussi. Mais toujours. À la base, c'est pour rigoler. Alors bon, on évoquera ça après. C'est la blague qui prend un peu d'ampleur. Ouais, exactement, la blague peut prendre un peu d'ampleur. Mais ça a toujours été dans cet esprit découverte, nouveauté et se faire plaisir. Parce que avoir 4 recettes de bière et brasser les mêmes bières toute l'année, c'est chiant en fait. Tu vois. Et sur les softs, en fait, moi, c'était un postulat que j'avais beaucoup. Bon, maintenant, ça a un petit peu changé. Mais j'arrivais dans des super bars à bière pour vendre ma bière. T'avais 12 becs, des Imperial Stout, des sour, des trucs de fou. Et au moment du soft, on te sert un coca, quoi. Et du coup, l'artisanal, il prend une claque, ouais. Exactement, tu vois. C'était comme un petit peu à l'opposé. Même si, il faut forcément avoir un coca dans son bar.
il y avait cette volonté de proposer quelque chose qui nous ressemble, c'est-à-dire là Spunky, donc marque bio, là où Débauche n'est pas bio, et les recettes c'est de l'eau, du fruit et du sirop d'agave, point quoi. Produit hyper simple, sans ajout, sans colorant, sans 36 000 conservateurs. Donc c'était une marque qui ressemblait quand même pas mal aux valeurs de Débauche et avec son propre univers graphique aussi. Et c'était important pour nous que les deux marques soient distinctes. Alors bon, Spunky c'est un petit peu toujours les softs de la Débauche, mais pour moi c'est important d'avoir des marques distinctes. Oui, parce que sur une canette de Spunky, c'est la marque Spunky, il n'y a pas marqué Spunky Bagley Débauche et compagnie. À la limite, on le reconnaît juste parce que tu dois avoir l'adresse de la Débauche derrière sur l'étiquette, mais... Exactement, ouais. Mais puis ça nous permet d'avoir divers marchés, de entre guillemets répartir le risque, et ça restait quand même quelque chose qui était complémentaire, quoi. C'est-à-dire, tu pousses la porte d'un bar pour vendre la bière, tu peux aussi lui vendre des softs. On reste dans du métier liquide, boisson. Donc c'est une diversification mais qui est pas folle non plus quoi. On s'est pas mis à faire un élevage de porc quoi, Et pourtant il y a des pâtés. C'est vrai, très bien dit, pâté 100% canard qu'on travaille avec la famille Ribeiro H à côté de Chalais. Pareil, ça c'est de la diversification. Et pourquoi ? Parce que moi je suis un gros fan de pâté et j'avais envie de faire un pâté à la bière noire quoi. Et puis voilà, à la base c'est pour rigoler. Vu les volumes qu'on fait aujourd'hui, c'est plus pour rigoler quoi. Mais ça part toujours d'une petite passion, de quelque chose qui nous fait vibrer. Et puis on essaie de transmettre ça au plus grand nombre via nos distributeurs et les points de vente qui bossent avec nous. Sur le côté brasserie, alors on a parlé de l'installation et compagnie, il y a aussi une taproom qui s'est ouverte, il y a un bon paquet d'années maintenant. C'était quoi d'ailleurs je pense que vous étiez parmi les premières brasseries en France à vraiment développer la taproom, maintenant ça se fait de plus en plus, c'est quelque chose qui est selon toi indispensable pour une brasserie artisanale ? Alors la taproom, ça vient un peu plus du modèle américain où chaque brasserie a un espace de dégustation, bar, on l'appelle comme on veut, mais globalement chaque brasserie vend ses produits à la pression dans un lieu très proche de la brasserie, si ce n'est dans la brasserie. Nous, à la base, évidemment, il y avait cette volonté d'avoir un peu ce modèle anglo-saxon. Et puis bon, nouveau bâtiment, nouveau loyer, ça nous faisait peur quoi. Tu vois le montant du loyer et tu te dis comment on va faire. Donc on s'était dit il faut rentabiliser le lieu au maximum. Déjà c'est hyper bien d'avoir un taproom pour faire déguster les clients pros, au-delà de ça. Mais aujourd'hui pour moi c'est une partie très importante d'une brasserie artisanale d'avoir un taproom. Moi, je fais quasiment sur une brasserie qui fait 15 000 hectos, on fait un petit 10% du chiffre d'affaires à la brasserie. Donc, c'est taproom, donc pression plus les ventes à emporter. Mais c'est pour moi extrêmement important. Ça te permet déjà d'avoir un retour sur tes produits assez vite. On peut pas brancher une tireuse au fond de... Enfin, tu vois, on a fait des fûts, il faut trouver une tireuse, goûter. Ça te permet d'avoir un retour assez vite sur la qualité de tes produits, de te mettre en situation vis-à-vis de tes clients. C'est aussi, au-delà d'être un taproom, c'est aussi le lieu de vie des 29 personnes qui bossent chez nous. Donc c'est très fédérateur de pouvoir se retrouver autour d'un verre le soir, d'une planche de charcuterie ou de fromage, entre nous, avec les équipes. Donc ça, je pense que c'est bien parce que pour avoir une société qui marche, il faut que les gens qui y travaillent soient bien et soient bien traités. Et économiquement, ça a aussi de l'intérêt. Il y a un moment, il ne faut pas se cacher que de produire la bière et de la vendre directement sur place, c'est... en termes de marge, c'est intéressant. En termes de fraîcheur de produit, c'est génial. Notamment sur des bières comme des IPA. Nous, nos bières, on les goûte bien souvent au taproom. On a des IPA qui sont ultra fraîches, quoi. Donc, en termes de qualité, en théorie, c'est au taproom où la bière sera la meilleure, quoi. Mais ouais, très, très important aujourd'hui. Et je concevrais pas de monter une brasserie sans avoir un taproom aujourd'hui, à moins d'être perdu au milieu de nulle part. Mais le taproom a bientôt 7 ans. Et ce qui est dingue, c'est que d'année en année, il ne fait qu'augmenter, quoi. La fréquentation ne fait qu'augmenter. Donc ce qui veut dire aussi que la notoriété d'une brasserie, d'une marque, se fait petit à petit, quoi. Et en dehors de la taproom, il y a encore eu d'autres projets qui sont arrivés autour de la brasserie, avec notamment le festival de la débauche. Alors, pareil, est-ce que c'est un truc
Des débuts, c'est une blague, une guinguette, et finalement, ça devient un vrai truc. Ça. Un petit peu. Non, mais c'est vrai. Donc, dernière édition du festival en septembre dernier, où les équipes ont fait un travail incroyable. Voilà, moi, j'ai été en tant que visiteur, mais le travail a été complètement dingue. Avoir quasiment 1500 personnes à la brasserie, avec 10 brasseries invitées, c'était chouette. C'est une volonté de développer ça. C'est énormément de travail. Enfin, je pense que vous savez ce que c'est que de faire un festival, d'organiser beaucoup de personnes. Cette année, on risque de ne pas avoir le temps, mais j'aimerais revenir en 2025 avec un joli festival de bière. C'est une de mes volontés. Alors voilà, à voir sur quelle temporalité on va le faire. Mais j'aimerais qu'on puisse inscrire, en tout cas dans nos agendas, chaque année le festival de la débauche, avec des brasseries invitées, avec des rencontres avec nos clients, avec des professionnels. Mais pour moi, ce serait vraiment important de continuer à faire ça. Mais comme je dis, il y a du travail. Donc on va laisser un peu de temps. Mais cette année, on ne va pas en tout cas faire de festival. Beaucoup de boulot, quoi. Et en plus, je cherche un lieu en Angoulême pour accueillir 2000 personnes. Si jamais, si jamais quelqu'un m'entend, vous trouverez mon contact. Ouais, maintenant, du coup, la débauche, là, en 2024, tu dirais que la brasserie, elle se situe où dans son parcours? Est-ce que, tu m'as dit, vous êtes à 15 000 hectos avec une possibilité de monter jusqu'à 20 000 sur le site actuel. Il y a des ambitions derrière d'aller chercher plus gros, ou alors déjà, si on monte à 20 000, c'est un bon début? Déjà, monter à 20 000, après, mettre la brasserie au taquet, ça serait déjà un bon début. On est aussi une boîte, tu vois, qui tous les ans on fait 25% de croissance par an. Tu vois, et bon, quand t'es dedans, t'es dans ta croissance, chercher de la trésor, du BFR. Il y a un moment où c'est bien aussi de se retourner, de regarder ce qu'il y a derrière et de mettre aussi un gros coup d'organisation. Là, on est vraiment là-dedans pour essayer d'automatiser les process, de standardiser, parce que, je le répète encore, on a de la chance d'avoir une équipe aussi bien, mais chez nous, le travail est quand même assez dur, hein. Tout est manuel, très peu d'automatisme. Donc, je pense qu'on va essayer aussi tu vois, pendant quelques années, de faire étal. Et de s'organiser, d'optimiser, diminuer la pénibilité, automatiser des tâches et toujours travailler avec l'objectif d'améliorer la qualité de nos bières, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est que, tu vois, même après 10 ans, on apprend encore plein de trucs. Donc, faut toujours être à l'écoute, toujours se remettre en question, parce que, tu vois, les volumes, ils sont jamais acquis. Bien sûr. Tu peux les perdre aussi, tes volumes. Mais là, moi, je suis dans le cas où, il y a des années, cette année-là, j'en perds autant que j'en gagne, quoi, des volumes. Donc, parce que le marché, est différent aujourd'hui. Depuis le Covid, le marché est un petit peu différent. Mais donc, l'objectif, ça va être de stabiliser cette structure d'ébauche et continuer à s'amuser, hein, évidemment. Mais de s'améliorer, d'optimiser, que ce soit en termes de process, de qualité produit et de travail aussi, quoi. Yes. Et alors, grosse actualité qui a eu lieu il n'y a pas si longtemps pour la brasserie, fin 2023 si je dis pas de bêtises, et qui a beaucoup fait parler, c'est le rachat de la brasserie. Alors ça a fait beaucoup parler évidemment. Beaucoup de gens se disent, je pense, vous voyez la débauche se faire racheter par un gros, un moment ou un autre, un InBev, ou quoi que ce soit. Finalement, c'est Océalia, une coopérative agricole. Charentaise, Ouais, charentaise en plus, c'est important. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ce rachat, de l'impact que ça a eu et de ce que ça va avoir comme impact pour toi sur la brasserie par la suite? Alors oui, Aurélien et Églantine quittent la structure au début du mois d'octobre. Ils avaient fait leur temps chez nous. Donc nous, on est intégré à la coopérative Océalia, qui reste une coopérative charentaise. Globalement, il y aura très peu de changements. Ce ne sont pas des gens qui sont de notre métier. Ça ne veut pas dire qu'il ne pourra pas y avoir des passerelles entre les champs et la brasserie, évidemment. Mais il y aura très peu de changements. Moi, je reprends la direction de la structure. Globalement, ça ne changera rien parce que, comme tu l'as dit, on n'intègre pas un groupe comme AB InBev ou Heineken, tu vois, qui aurait délocalisé la production de la brasserie et qui aurait mis ça à grande échelle. Là, on est sur des gens qui partagent mes valeurs et les valeurs de toute l'équipe. Parce que je vais parler au nom de toute l'équipe. Tu vois, si je peux être... on n'est pas racheté par des méchants, quoi. Donc voilà. On va avancer main dans la main. Moi, je suis plutôt
très enthousiaste, quoi, parce que bon, on pouvait avoir des repreneurs bien pires que ça. Et on a des gens qui, au sein de la coopérative, ont les mêmes valeurs que nous, savoir des valeurs humaines, des valeurs de travail. Bon, évidemment, il faut qu'économiquement, on soit performant, parce que bon, voilà, le secteur agricole est ce qu'il est. Je pense qu'on l'a vu cette année au Salon de l'Agriculture. Oui. Mais en tout cas, voilà, c'est plutôt une bonne nouvelle, mais qui va ne changer absolument rien, parce que les équipes restent en place, tout le monde reste en place. Et voilà, peut-être que, alors... on aura, comme je dis, des passerelles peut-être. On a déjà fait là une bière avec de l'orge cru, des choses comme ça. Donc j'ai bon espoir qu'on puisse vraiment avoir des connexions entre la partie agri et la partie brasserie, quoi. Mais voilà, c'est globalement plutôt une bonne nouvelle, quoi. Et puis quand les gens en ont marre et sont en bout de course, c'est aussi très honnête de l'avouer, de dire bon bah voilà, nous on a fait notre temps, à vous de reprendre. Mais voilà, il fallait trouver quelqu'un de bien, quoi. Je pense que c'est le cas. Bon, la débauche restera la débauche, la big boy restera la big boy. Exactement, et au contraire, je tiens, je pense, à rassurer tout le monde, c'est qu'on va vraiment bien bosser sur la qualité des produits. Ça va être une autre organisation en interne, mais en externe, ça changera absolument rien, quoi. Pour le consommateur, ça sera transparent. Ouais, bien sûr, on va essayer peut-être de sourcer un peu plus local, de faire plein de choses ensemble, quoi. Mais voilà, le plus important, c'était de conserver les équipes et surtout de fédérer tout le monde autour de ce nouveau projet, donc qui est en train de se mettre en place là, quoi. Je commence à faire un peu le tour de ce que j'avais prévu. Je sais pas si toi, il y a des sujets que tu voudrais aborder, que j'aurais complètement oublié, quelque chose qui te... Non, tu vois, on a un peu parlé du marché, j'ai dit qu'il évoluait, tu vois, quand même... je crois qu'on est plus de 3000 brasseries en France aujourd'hui. Il y en avait 700 quand la débauche s'est montée, je crois. Ouais. On est à peu près là. On a un marché quand même qui, pas qui sature, mais il y a de plus en plus de monde sur le marché. Ça a été la mode de monter des brasseries un peu comme les boutiques de cigarettes électroniques. C'est-à-dire qu'on a vu fleurir pendant un moment. Mais c'est sûr que voilà, le marché est plus compliqué. Il y a de plus en plus de monde. Les gros distributeurs de boissons se mettent à monter des brasseries, rachètent des brasseries. Voilà, c'est un marché qui est compliqué, mais surtout là, ça a été un peu le beer market. Là, ça a été la folie pendant une petite dizaine d'années. Et là, ça se corrige. Le truc aussi, c'est que le problème, entre guillemets, de la craft, c'est que c'est un marché qui est jeune. Et quand tu achètes une bière, ou dans le prix de revient d'une bière, la majeure partie, c'est de la charge, tu vois. C'est de l'amortissement du matériel, des intérêts. Voilà, c'est surtout ça que tu payes. Donc aujourd'hui, le problème, c'est que la craft est encore un petit peu trop chère. À mon sens, je parle en tant que consommateur. Moi, tu vois, mettre des 8 balles dans des canettes 44, bon, je le fais de temps en temps, mais c'est quand même cher, quoi. Donc j'ai quand même bon espoir que plus le temps passe, plus les gens puissent amortir leur matos et plus la craft sera proche des bières industrielles ou semi-industrielles, quoi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on me dit souvent les bières sont chères. Ouais, mais une fois que j'aurai tout payé, oui, soit je deviens millionnaire ou soit je peux baisser le prix de mes bières, quoi. Mais on a cette difficulté là quand même aujourd'hui, et avec si tu regardes les taux d'endettement des brasseries qui se montent, c'est pas câlin, quoi. Je veux dire, voilà, courage à ceux qui montent une brasserie maintenant, quoi, parce que voilà, on a un marché caviste qui est compliqué et un marché CHR qui commence à se resserrer avec toutes ces notions de contrat brasseur qui peuvent contraindre les petits brasseurs, quoi. Mais voilà, c'est ma vision du marché à l'heure actuelle, c'est qu'il y a beaucoup de monde, mais ça va se corriger, quoi. Espérons qu'il n'y ait pas trop de casse et qu'il n'y ait pas trop de gens qui finissent avec des casseroles, quoi, tu vois, et traîner des dettes pendant un moment, quoi. Ça, c'est toujours un problème. Et du coup, je vais conclure cet épisode avec, je pense, la question sur laquelle je suis le plus attendu et sur laquelle tu es le plus attendu aussi. Tu la vois venir? Je pense que tu vas me parler d'une bière, ouais. Elle revient quand, la Nuclear Winter? Il faut une vraie réponse ou une réponse politique? Fais ce que tu veux. Ce que je peux dire, c'est que Nuclear Winter, c'est une binouze qui a été brassée. C'était un gros barley wine qui avait été ensemencé avec des levures Brettanomyces, donc voilà, qui travaille pendant longtemps et qui donne des arômes relativement particuliers à la bière. Ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, dans le chai, on a
des barley wine qui sont ensemencés à la brette. Est-ce que ce sera de la nucléaire? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on risque d'avoir quelque chose qui y ressemble. Mais de mémoire, ça avait quand même fait 2 ans et demi de barrique. Donc il va quand même falloir être un petit peu patient. Ok, super. Bon, merci beaucoup Jean. Allez, pour ton merci temps. en tout cas. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Allez, salut. Sirotons le houblon, le podcast qui fait glouglou dans tes oreilles.